le Front National, qui lui n'a pas de problème de nom pour l'instant, parce qu'il est possible qu'il le change un peu plus tard. Problème de ligne dans l'immédiat, sortir ou pas de l'euro, telle est la question. Voilà la réponse de Florian Philippot sur notre antenne ce midi. Non, mais je pense que nous, on a fait le travail. Après, à la toute fin, peut-être qu'il y a eu une espèce d'incompréhension parce que certains ont voulu faire croire, hors de nos rangs, que nous étions favorables à 2 monnaies dans le portefeuille en même temps, ce qui n'a jamais été notre ambition, ce qui a pu stresser certains électeurs. Donc en fait, on avait mal compris. Quand Marine Le Pen parlait de 2 monnaies, l'une dans nos portefeuilles à nous, l'autre pour faire les transactions au niveau de l'Europe, c'était pas du tout le projet porté par le Front National. Je sais pas, moi j'ai toujours pas compris en fait, pour être honnête. J'ai toujours pas compris quelle était leur position. Mais pour aller au bout de l'argumentaire de Florian Philippot, j'ai pas compris en écoutant Marine Le Pen. C'est pas à cause de vous, Magali, que j'ai pas compris. Donc voilà, non, mais au-delà de la boutade, il y a un énorme sujet en ce moment, c'est-à-dire que tous les partis sont traversés par une crise d'identité aujourd'hui politique, et je pense que le Front National est celui qui est le plus touché en fait. Et ça ne se voit pas parce que les médias ne traitent pas le Front National de la même manière que les autres partis, c'est-à-dire qu'on a moins accès, mine de rien, à ce qui s'y passe, on sait moins de choses, il y a une plus grande opacité de leurs débats en interne, etc. Quand on suit le Front National, c'est très compliqué, Renaud le sait, il l'a fait pendant des années. Donc c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que finalement, il y a moins de personnalités politiques connues qu'on peut interroger, etc. Donc on se rend moins compte. Mais mine de rien, quand on regarde dans le détail, sur la question de la monnaie, qui a été beaucoup mise en avant par Marine Le Pen, aujourd'hui, ils sont pas d'accord. Il y en a qui pensent qu'il faut totalement mettre cette question-là sous le boisseau, que c'est un repoussoir pour les électeurs. Je crois que c'est d'ailleurs un peu vrai, ça s'est vu pendant la campagne. Et puis il y a Florian Philippot, qui est, je crois, numéro 2 du parti, qui lui dit, si on abandonne cette question-là, je m'en vais. Donc il y a un bras de fer qui est en train de se passer. Soit en gros, il récupère la ligne du parti et il reste au parti, soit il partira. Mais ça va forcément, il va se passer quelque chose. Ensuite, sur la priorité donnée à la question identitaire ou pas, là non plus, ils sont pas d'accord. Et sur beaucoup d'autres sujets, notamment les questions sociétales, ils sont pas d'accord non plus. Ça s'est beaucoup vu pendant le quinquennat de François Hollande d'ailleurs. Donc ils sont aussi d'accord sur plein de choses par ailleurs, mais bon, il y a beaucoup de sujets qui les opposent, et notamment des sujets stratégiques. Et puis il y a la question de Marine Le Pen aussi, qui est un peu remise en question maintenant, même si c'est très discret, depuis sa prestation au débat télévisé d'entre-deux tours. Tout ça pour vous dire que c'est un parti qui jusqu'à présent ne souffrait jamais de remise en cause de son chef, ou presque jamais. La scission de Maigret en 99, 17, je sais plus. Et puis après, il n'y avait plus jamais eu de remise en cause du chef. Aujourd'hui, il y en a un peu une qui est sous-jacente, qui est latente, qui commence un peu à monter. Deuxièmement, la question de la ligne, ça n'a jamais vraiment été un sujet. Ils ont été ultra-libéraux dans les années 80, après ils sont devenus totalement eurosceptiques, et ça, entre-temps, personne n'a trouvé à redire. Et aujourd'hui, ils ont cette question-là qui se pose. Il y a aussi le départ de Marion Maréchal Le Pen, mine de rien, qui fait réfléchir aussi la base, puisque la base était acquise à Marion Maréchal Le Pen. Toutes ces choses-là font qu'il y a un cocktail assez explosif quand même, avec des échéances législatives qui peuvent être assez mauvaises. Un congrès, je crois, qui arrive l'année prochaine. Tout ça pour vous dire que finalement, on ferait bien de s'intéresser un peu à ce qui va se passer dans ce parti. Je crois que les débats vont être très violents. Oui, je crois que sur Geoffroy a tout dit, mais je vais essayer de le répéter, mais en moins bien. Non, mais sur la question de l'euro, pour reprendre l'extrait de Florian Philippot que vous évoquiez tout à l'heure, quand il dit on n'a pas compris, je crois que celle qui n'a pas compris, c'est Marine Le Pen. Et en tout cas, elle a été incapable pendant le débat d'expliquer la ligne du Front National sur l'euro. Et en l'écoutant, j'avais cru comprendre qu'il y avait, et c'est ce qu'avait cru comprendre d'ailleurs Emmanuel Macron de façon assez astucieuse, qu'il y aurait demain 2 monnaies dans le porte-monnaie. Elle a expliqué qu'on avait utilisé d'après elle l'écu pendant des années, que les entreprises vont utiliser l'écu, etc. Bon, bref. Donc on voit bien qu'à travers ce crash qui a été le débat présidentiel, s'est posé la question de la compétence du parti et surtout de la chef du parti. Et ça a explosé aux yeux d'abord de millions de Français, mais aussi au sein du Front National, y compris d'ailleurs aux yeux de Florian Philippot. Cette question-là de la compétence, dès lors que Marine Le Pen prétend devenir présidente de la République, elle prétend faire de son parti une formation de gouvernement, on a bien vu qu'elle n'était pas au niveau. Donc c'est la figure du chef qui a vacillé. Voilà, malgré les énormes antisèches qu'elle avait sous les yeux, ça n'a pas marché. Florian Philippot, il l'a très bien vu. Et c'est pas le seul au sein du Front National, il y en a beaucoup qui l'ont vu. C'est pour ça que quand vous dites que le Front National n'a pas de problème de nom, oui, pour l'instant, parce qu'effectivement, ce n'est pas exclu qu'il change de nom. Mais en fait, moi, je pense que le vrai problème de nom qu'a le Front National, c'est pas le nom Front National, c'est le nom Le Pen. Voilà. La vraie question qui se pose, que devrait se poser, et en tout cas que peut-être certains au Front National et peut-être Florian Philippot commencent à se poser, c'est est-ce que le problème de nom du FN, c'est pas le nom du parti, mais le nom de la chef, parce que le nom de la chef renvoie évidemment au nom du fondateur, et qu'on a vu lors de ce débat, encore une fois, qui est quand même un moment historique assez fort du fait de l'impact que peut avoir un débat d'entre-deux tours de la présidentielle, et on s'en souvient des débats d'entre-deux tours de la présidentielle, on garde des séquences, des morceaux pendant des décennies, des années, ça marque des identités politiques. Je pense que ça va marquer profondément
l'image que les Français ont de Marine Le Pen. Rien n'est rédhibitoire, hein, je suis très prudent, mais c'est un peu comme le naufrage du PSG au Nou Camp en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Voilà. Année, ça va marquer pendant des décennies le PSG jusqu'à ce qu'un exploit futur du PSG efface cette tragédie footballistique. C'est exactement le même problème qui se pose à Marine Le Pen, à toute proportion gardée. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est ce qui fait... ce qui ébranle profondément la statue du chef au sein du Front National. Et comme le Front National est un parti différent dans son fonctionnement interne, si jamais l'autorité se fendit en son sommet, et s'il commence à être contesté, la probabilité... La potentialité d'une crise est beaucoup plus rapide que dans une autre formation politique. Ça peut aller beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus brutale, beaucoup plus violente. Je me souviens effectivement de la scission Maigret 98-99 qu'évoquait tout à l'heure Geoffroy. Moi, je l'avais couverte abondamment et j'y passais mon temps. Et il faut reconnaître que la plupart des observateurs à l'époque qui avaient le nez sur le Front National n'avaient pas pressenti que ça irait si vite, si fort, si violemment en l'espace de quelques semaines et même quelques jours. Parce que il y a des processus internes au Front National qui sont différents des autres formations politiques et que c'est un parti qui est incapable de réguler de façon apaisée et démocratique ces conflits internes par des votes, des constitutions de majorité, de minorité qui réussissent tant bien que mal, comme on l'a vu à droite ou à gauche, à vivre ensemble. Et même des crises comme il y a pu y en avoir au PS entre Aubry et Royal en 2008 ou à droite entre Copé et Fillon en 2012, ça avait été terrible, mais le parti n'avait pas scissionné à cette occasion-là, alors que ça avait été des crises terribles. Au Front National, ça ne se passe pas de la même façon. Donc ça va être compliqué d'être la première force d'opposition comme l'objectif est clamé par tous les membres du Front National. Moi, la question que je me suis posée tout de suite après le débat, c'est est-ce que, en plus de perdre le débat et de perdre l'élection présidentielle, elle n'avait pas aussi perdu, mine de rien, ce rôle de leader de l'opposition. Quand on est en duel face au futur président de la République, on incarne son opposition. Et en fait, le Front National n'a quand même pas cette capacité d'avoir un énorme groupe à l'Assemblée nationale, parce que le mode de scrutin est tel que pour eux c'est très compliqué de gagner. Puis il y a aussi autre chose, mine de rien, c'est que si on ne parle pas des personnes et du parti politique en tant que tel, mais des électeurs. En gros, le Front National, je le résume un peu grossièrement, mais c'est la France qui souffre et c'est les catégories populaires, pour faire vite, depuis quelques années. C'est 7,5 millions d'électeurs au premier tour, et puis après les 12 millions au second tour, c'est un agrégat d'autres électorats. L'électorat de Marine Le Pen au premier tour, c'est un électorat qui souffre et qui donc vote pour elle parce qu'il estime qu'elle a les bonnes réponses face à la mondialisation, à l'immigration et tous ces sujets. C'est aussi un électorat qui, à terme, peut se lasser de voter pour un parti qui n'arrive jamais au pouvoir. Il y a un phénomène qui peut arriver aussi, c'est un phénomène d'usure, et c'est d'ailleurs ce sur quoi avait joué Nicolas Sarkozy en 2007 pour aller siphonner le Front National. C'était le vieux Jean-Marie Le Pen, je ne sais plus quel âge il avait à l'époque, mais il était assez âgé, ne vous proposera pas de solution, c'est un vote de protestation, mais si vous voulez des solutions, regardez, moi je dis la même chose et je le ferai parce que je vais être président de la République. Ce qui a fait que la droite n'a pas réussi à refaire ce coup de Sarkozy depuis, c'est parce que Sarkozy avait déçu cet électorat-là quand il était au pouvoir, mais aujourd'hui Sarkozy n'est plus là, aujourd'hui c'est des nouvelles figures à droite qui vont arriver, qui ont tous bien intégré ça, qui vont essayer de récupérer l'électorat populaire du Front National. Moi, il y a quelques semaines, je suis allé faire un déplacement dans un territoire qui avait beaucoup voté FN avec Laurent Wauquiez, et j'ai écouté comment il leur parlait. On voit très clairement que la stratégie aujourd'hui, c'est d'aller parler à cet électorat populaire-là en disant les écoutez pas, ils disent n'importe quoi, nous on vous apporte des solutions, on vous a compris. Donc du coup, il va y avoir ce phénomène-là qui va jouer, et finalement, les électeurs qui votent pour le Front National depuis 10 ans vont peut-être finir par se dire mais je peux voter pour elle, mais de toute façon, elle gagnera jamais. Il y a ce plafond de verre qui est indépassable. Et ça peut avoir une importance fondamentale dans les années qui viennent. Et en parlant de leader de l'opposition, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut l'incarner, ce rôle-là ? Paradoxalement, je pense que ça va dépendre beaucoup du cours que Emmanuel Macron va donner à son quinquennat. C'est-à-dire que si jamais Jean-Luc Mélenchon, il aspire à incarner, à être demain le principal leader de l'opposition. Sur Marine Le Pen, Geoffroy a très bien montré toutes les lacunes aujourd'hui qu'elle doit surmonter pour aspirer à endosser ce rôle-là. Et puis demain émergera un leader de la droite. Jean-Luc Mélenchon peut devenir ce leader de l'opposition, le principal leader de l'opposition à Emmanuel Macron, si Macron donne à son quinquennat un cours extrêmement libéral, de façon extrêmement brutale, en gros s'il tombait à droite de façon un peu caricaturale. Et si effectivement les ordonnances de réforme du Code du travail étaient particulièrement violentes, brutales, et si il versait dans un excès d'ultralibéralisme. Évidemment que à rebours, ça donnerait un espace politique à Jean-Luc Mélenchon pour incarner demain la principale force d'opposition, alors que ça pourrait poser un problème à la droite pour réémerger. Donc si Macron tombait foncièrement à droite, évidemment, ça ouvrirait le jeu dans ce domaine-là. Comme si jamais, et on en parlait tout à l'heure, mais ça je n'y crois pas, s'il se caricaturait
en disciple, héritier et continuateur du hollandisme, évidemment, il permettrait à la droite de se refaire la cerise et le reste de façon beaucoup plus rapide. Oui, mais ça veut dire qu'à chaque fois, c'est Emmanuel Macron qui a les cartes en main. C'est lui qui a le tempo, par définition, d'un point de vue institutionnel, déjà. Maître des horloges. D'un point de vue institutionnel, c'est le président de la République, et d'autant plus cette fois-ci, puisque il est condamné à créer du neuf, à inventer du neuf. Donc, soit il n'y arrive pas, il échoue, soit il réussit, lui, à recréer deux nouveaux clivages, au pluriel, plusieurs nouveaux clivages, mais dont il sera forcément le principal inspirateur. C'est-à-dire que c'est de la définition du contenu qu'il donnera, lui, demain au macronisme et à ce que sera son quinquennat, naîtront évidemment des opposants, puisque en démocratie, il faut évidemment qu'il y ait des opposants, mais donneront plus ou moins force et vigueur à des opposants venus de droite ou de gauche. Et sur Jean-Luc Mélenchon, alors, leader de l'opposition ? Oui, moi je pense qu'il y aura une opposition de gauche radicale, de gauche tout court d'ailleurs, à Emmanuel Macron pendant ce quinquennat. D'ailleurs, il y avait quand même une force énorme au premier tour de la présidentielle. Faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon aussi a beaucoup siphonné le PS, Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Donc la question est de savoir si le PS va réussir à reconstituer une sorte de petit, tout à l'heure vous disiez, un parti charnière entre 2 et 5%. Est-ce que ça va devenir ça ou est-ce qu'ils vont être un peu plus gros ? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, il a le talent, le charisme, les idées pour incarner cette opposition à Emmanuel Macron. Et moi, je pense qu'il y aura cette opposition à Emmanuel Macron. Je ne sais pas si on va parler des réformes de l'été et de l'opposition qu'il va y avoir à ces réformes, mais il y a un peuple de gauche aujourd'hui qui est radicalement opposé à la politique que va mener Emmanuel Macron. Ensuite, ça va dépendre de sa législative, mais je pense qu'il devrait la gagner si on en croit les enquêtes d'opinion qu'on a vues. Puis il a fait des très gros scores à Marseille. Maintenant, la seule question, c'est que souvent, pour incarner pendant 5 ans une opposition et pour que ça débouche politiquement sur quelque chose, il faut porter après ses idées à la présidentielle. Je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon sera candidat la prochaine fois. Je crois qu'il avait dit qu'il ne le serait pas. Je ne sais pas s'il sera pas un peu aussi âgé, il me semble. Et donc, si ça ne débouche pas sur une candidature en 2022, peut-être que le souffle va s'atténuer. Et malheureusement pour lui, la France insoumise, c'est une force politique qui est quand même beaucoup constituée autour du charisme de Jean-Luc Mélenchon. S'il arrête, ce sera quand même plus la même opposition. Il nous reste 3 semaines pour parler de ces législatives avant le premier tour. On parlait d'Emmanuel Macron. Un mot encore du président de la République qui va recevoir Vladimir Poutine lundi prochain. On l'a su quelques minutes avant le début de ce débat via un communiqué d'abord de l'Élysée. Regardez, le président de la République, Emmanuel Macron, recevra le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le lundi 29 mai au Grand Trianon à Versailles à l'occasion de l'exposition sur la visite de Pierre le Grand en France en 1717. Ça, c'est le communiqué de l'Élysée. Donc assez sobre. Et regardez le communiqué du Kremlin qui est tombé quelques minutes après. Un échange d'opinions aura lieu sur les questions actuelles internationales et régionales, notamment la coordination de la lutte contre le terrorisme et le règlement des crises en Syrie et en Ukraine. Pourquoi, du côté de la Russie, on donne un peu plus de précision ? Je ne saurais pas vous dire, j'ai pas lu les derniers télégrammes entre les deux. Non, mais ce qui est sûr, c'est que les deux vont avoir beaucoup de choses à se dire, a priori. Et que dans l'équipe d'Emmanuel Macron, beaucoup supputent ou ont supputé ces derniers mois sur des influences, pas forcément venues de Vladimir Poutine, mais en tout cas des influences russes assez hostiles à l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, j'imagine qu'ils ont des choses à se dire. Il faudra souligner que aussi quand même Emmanuel Macron est un hôte qui sait recevoir, puisque donc cette rencontre aura lieu à Versailles. C'est quand même pas. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que historiquement, on se souvient du premier G7 de François Mitterrand en 1982, si je me trompe pas, qui était à Versailles aussi. Donc il y a Macron et peut-être probablement, et on l'a vu d'ailleurs dans ses premiers pas en matière de communication, et puis cette fameuse dimension jupitérienne qui prétend donner à la fonction présidentielle, il est sûrement plus un disciple de François Mitterrand que de François Hollande. C'est trompé de François. Il y en a certains qui se sont trompés de François. Peut-être lui permettre de durer plus longtemps d'ailleurs. Mais donc ils vont avoir beaucoup de choses à se dire. Après, sur le fond, là aussi d'ailleurs, Emmanuel Macron illustre une forme de, comment dirais-je, de rupture ou d'inflexion par rapport à Hollande. Hollande a rencontré Poutine. Il a participé à la négociation des accords de Minsk, etc. Mais en même temps, il a toujours affiché publiquement de vraies réticences, même si les intérêts de la France nécessitaient d'entretenir évidemment des relations avec la Russie. Macron, visiblement, inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'il faut de toute façon évidemment parler avec la Russie, qui est un partenaire incontournable, même si on est en désaccord sur tel ou tel dossier, notamment parmi ceux qu'énumère le Kremlin dans son communiqué. Mais ça vient ensuite, une fois justement que les deux hommes se sont rencontrés.